guys. Fait que, petite vidéo YouTube, quand même, c'est simple, on va faire ça à chaque semaine. Fait que vous pouvez voir épisode 1 aujourd'hui. Fait que je vais tout le temps donner on va dire un nom pour la semaine de qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, à chaque semaine, je vais venir tout vous recap un peu, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, justement. Les trades, qu'est-ce que j'ai fait. Soit de fermer, ouvrir les trades, peu importe les transactions que j'ai faites par rapport à ça. Un peu mon thought process, que je suis content de ma semaine, qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour la suite. Qu'est-ce qu'on regarde justement pour next week, puis les trades que je regarde. Puis je vais voir si je regarde un peu à droite ici, c'est parce que j'ai note, juste pour être sûr que j'oublie rien justement dans cette vidéo-là. Fait que je vais faire ça à chaque semaine, je risque de sortir un peu le dimanche ou. En fait, là, vous allez le voir le mardi. Peut-être le mardi, justement, vu que moi je fais cette prep-là le dimanche. J'ai le temps de les filmer le dimanche pour les mettre le dimanche soir. Sinon, ça risque de soit sur le dimanche ou le mardi. Si vous voulez être sûr que, mettons, vous regardez ces vidéos-là pour être sûr de vous préparer pour votre semaine de trading, mais là, si je le sors le mardi à 4 p.m., il y a 2 jours de la semaine qui est déjà passé. Allez sur mon Instagram parce que je mets tout le temps des stories en live. Fait que vous allez pouvoir en parler un peu plus. Fait qu'allez abonner à mon Insta, checker les stories, même les Reels. Vous allez peut-être avoir plus de contenu en direct, mais ou sinon avec les vidéos YouTube, attendez un peu, puis ça va quand même. Vous allez quand même pouvoir tirer de la valeur avec ça. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé de la week de l'importance d'avoir? Je veux vraiment garder ça simple et concis parce que je pourrais faire une vidéo de genre 3 heures à chaque semaine pour aller dans les détails, mais c'est pas grand monde qui écouterait ça, puis en 20 secondes, on va se perdre. Fait qu'on garde ça le plus concis possible. Je sais pas, peut-être ça va durer 10, 15, 20, 25 minutes dans ce lot-là. Moi, je pense que ça va durer 15, 20 minutes environ la vidéo, mais des fois, je parle pas mal, fait que aucune idée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Intéressant au niveau des données économiques en tant que tel, au niveau du calendrier là, sur Forex Factory. Fait que principalement, on avait, je te dirais, les PMI, fait que le manufacturing et le services. On avait des données de l'emploi aussi, les JOLTS et le NFP. Bon, on avait aussi ceux du CAD, donc on s'en calisse un peu, honnêtement. Le Forex, c'est pas tant cool, on dirait en ce moment. En tout cas, fait au niveau du manufacturing, plus fort qu'attendu, puis on peut voir juste qu'on est fucking bien, tu sais. On a remonté en haut de 50, on reste en haut de 50, et même on monte, fait que je veux dire, absolument rien à dire au niveau du manufacturing aux États-Unis. L'économie va même très bien. Tu sais, le services un peu plus bas, mais rien de fou. Là, je veux dire, en général, c'est là on reste encore en haut de 50, fait qu'en expansion. Vraiment rien à dire au niveau de ça. L'économie américaine reste très, très, très bonne. D'où pourquoi la Fed a quand même la place pour, si elle a besoin de monter les taux à un moment donné, de le faire, parce que justement, l'économie est. C'est encore pas pire, là, on s'entend là-dessus. Bon, au niveau des Jones, c'est un peu plus bas, mais pas mal dans les attentes, fait qu'il n'y a rien à signaler. Même là, je dirais en ce moment, à cause de la guerre puis que le pétrole est plus haut, c'est plus l'inflation qui est le problème parce que comme on peut voir, avec les PMI, l'économie va super bien, même avec les données d'emploi, je vais en parler dans quelques secondes. Fait que bon, oui, le NFP en tant que tel est sorti plus bas et tout ça, mais tu sais, le taux de chômage reste à 4,1. Fait que le marché de l'emploi est très 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 bon. Fait que la Fed ne regarde pas ça en ce moment. Le problème, c'est plus l'inflation. Là, ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Mais on s'attend à une inflation 3,4. Fait que l'inflation n'est pas encore à la cible de 2%. Fait que c'est plus ça le problème. Fait que, à moins qu'il y ait vraiment de quoi, de genre fucking grosse baisse sur l'emploi, puis ça aille vraiment vraiment mal. Peut-être que là, ça va donner, on va dire, un sujet d'actualité. Mais live, tant que l'économie est comme good, on s'en calisse un peu parce que on savait déjà qu'elle était good, puis le focus comme c'est plus l'inflation parce que sur les 3 mandats, on appelle de la Fed, fait qu'avoir une monnaie stable, plein d'emplois, fait que le taux de chômage en bas de 5%, puis l'inflation autour de 2%, plein d'emplois est good, monnaie stable est good, il reste juste l'inflation, fait que c'est ça le seul problème. Donc, tout ce qui est par rapport à l'inflation, donc les données de l'inflation en eux-mêmes, puis tout ce qui est par rapport à la guerre, c'est vraiment ça qui est important en ce moment pour les marchés parce que c'est le seul problème. Les autres sont comme déjà réglés, entre guillemets. Bien évidemment, ça peut évoluer. Là. Je veux dire, si la situation change, mon discours va changer. Mais pour l'instant, c'est encore pas pire. Fait que, pas qu'on s'en crisse un peu des données. Je veux dire, je les ai bien évidemment regardées, puis ça a quand même bougé le marché, mais dans le sens que c'est pas ça la grosse nouvelle. En tout cas, fait que l'économie américaine, tout ça pour dire qu'elle va très bien. Fait que si à un moment donné, l'inflation, elle va vraiment, c'est un petit problème, la Fed, elle sera pas nécessairement obligée d'être en mode, oh fuck, faut monter les taux parce que l'inflation est haute, mais on peut pas parce que l'économie est nulle à chier. L'économie n'est pas nulle à chier, tu sais. Fait qu'il pourrait se permettre de faire ça. Fait que les PMI, les Joes, c'est quand même pas pire. Comme je dis, le taux de chômage est quand même bas. Par contre, bon, on va dire une mauvaise nouvelle au niveau de ça, c'est que le NFP est quand même sorti pas mal plus bas qu'attendu. Puis même la fourchette était quand même vraiment. Je vais la retrouver, là, donnez-moi 2 secondes. Bref, je sais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mis dans notre canal Discord, mais on peut voir justement que le range, c'était entre 10 000 puis 140, plus, on va dire plus précis, 70-80. Bon, le consensus, c'était 80 justement. Fait que le plus bas, l'estimation la plus basse était 10 000. Puis même, tu vois, au niveau du average early earning, il y avait juste 11% qui s'attendait à 0,2. Fait que quand on a eu quand on a eu justement à moins 23, c'est quand même le 30 000 jobs de différence de l'estimation la plus basse.
Et au niveau du average earning, comme je dis, il y avait juste 11% qui s'attendaient à 0.2. On a eu 0.1, fait qu'il y avait 0% de gens genre, qui s'attendaient à 0.1, on s'entend. Fait que c'était plus genre, oh fuck, ok, bon, c'est pas fameux, on va dire, au niveau de ces données-là. Mais si, mettons, le taux de chômage aurait augmenté à 4.3, bon, 4.3, ça reste bas. Mais si, bon, ok, 4.3, un peu plus haut qu'on l'entendait, là, on aurait eu sûrement une réaction pas mal plus grosse sur le marché. Mais là, la réaction n'a pas été super énorme parce que, ben, justement, on peut voir que c'est un peu mix. Je veux dire, bon, un peu plus négatif parce que le NFP est vraiment négatif comparé aux attentes, même que la dernière donnée a été révisée à la baisse. Average earning aussi quand même surprenant. Mais tu sais, si on aurait juste eu ça, comme je dis, puis avec un taux de chômage qui serait à 4.3, ça aurait été vraiment négatif. Mais là, bon, 4.1, ça nuance un peu. Je dirais quand même un report qui est plus négatif, mais sur le taux de chômage, je vais un peu nuancer. Puis comme je viens de le dire, ben, ça, plus que tu sais, les PMI restent quand même bons, puis que tu sais, c'est comme la première, on va dire, mauvais print ou whatever. On peut pas dire, style l'économie aux États-Unis, c'est la calice de merde. On peut pas vraiment dire ça encore. Fait que c'est pas full important, là, je te dirais, pour les marchés. Mais bon, c'était quand même intéressant de trader ça. On est voir sur les marchés après, mais ça n'a pas fait grand-chose. Tu sais, mettons, bon, on peut même checker tout de suite, en fait. Là. On check sur le DXY. Mais tu sais, qu'est-ce que ça a fait, justement, c'est rien que ça. Je veux dire, toute la semaine, on a le range. Que ça, c'était avec la Fed. OK? Après, on a juste range. Avec le NFP, on essaie de mener breakout. On est comme venu retester la zone. On peut voir qu'on est tout de suite revenu. Puis on est comme encore un peu dans ça là, qui ressemble pas à grand chose. Est-ce qu'on va maintenant on va juste break là où on va revenir comme briser ce niveau-là pour revenir plus haut. En tout cas, mais on est revenu dedans parce que comme je dis, bon, on s'entend que c'est plus la guerre puis l'idée d'inflation qu'on va avoir cette semaine qui va être intéressante. OK? Fait la semaine passée, c'était principalement ça, rien de fou whatever, c'était principalement ces données-là. On a eu aussi de quoi de super important que on pensait qu'il allait avoir un deal. Il y a eu des bonnes nouvelles en mode Bessent qui a dit let's go aussi, on a des bonnes nouvelles avec l'Iran. Mercredi, il y a un deal. Fait que sur ça, ben le pétrole a baissé. OK, bien évidemment. OK, le pétrole a baissé. C'était-tu là? Ça, c'était mardi, ouais, c'est ça, tu sais. Mardi matin, let's go, on a un deal. Fait que là, le pétrole a brisé le niveau quand même des 78 qui est quand même important. On est rebaissé jusqu'à 75. 75, c'est pas super bas, mais c'est pas mal dans la moyenne, je te dirais. Fait que c'est quand même vraiment pas super pour les marchés financiers, les marchés boursiers, je veux dire, puis pour le sentiment du marché. Fait que, fair enough. Mais là, le pétrole a remonté, justement, ben, où est-ce qu'on était avant que Bessent dit, OK, on a un deal. On est remonté vers les 80, qui est pas encore super élevé, mais si on continue à monter ça, puis si on se rend à 85, 90, ça commence à être un peu problématique, on s'entend. Mais pourquoi? C'est parce que justement, ils ont dit, on va avoir un deal mercredi. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles du deal, puis même qu'on a eu encore il y a quelques bateaux de l'Arabie Saoudite, je pense, je me trompe pas, qui ont été attaqués, les outils qui continuent à comme un peu bloquer le Red Sea. En tout cas, c'est comment, finalement, Chris, il est où le fucking deal, tu comprends? Fait que le fameux niveau, on dit, t'es 78, là, bon, tu peux appeler ça 78, 80 dans ces eaux-là. Tu sais, on peut voir que c'est vraiment ça le marché. Okay? Quand le marché est optimiste, il revient en bas du niveau des 78. Ça qu'on a pu voir, tu sais, sur toute cette descente-là, c'est qu'on avait pour de vrai un ceasefire puis un deal. On est revenu en bas du niveau des 78. Puis quand on s'est rendu compte que finalement, le ceasefire, il l'a envoyé chier, puis finalement, il n'y a même pas de deal, ils se sont recommencé à s'attaquer. C'est là qu'on est revenu en haut du niveau des 78, quand on est même chez 90, bon, ainsi de suite. Ça pour dire que c'est pas mal le niveau qu'il faut regarder pour voir qu'est-ce que le marché pense. Fait que quand on est proche, c'est parce qu'on a un peu indécis, qu'on est en dessous, c'est parce qu'on est vraiment confiant. Puis quand on est en haut, ben, c'est parce que c'est un peu la merde. Fait que là, on peut voir que on est remonté en dessus, on est revenu dessus, on avait rebondi. C'est un peu encore vague. On en a repassé en haut, mais ça peut vite juste revenir là puis coller c'est rien. Fait que à voir, pour l'instant, on a une petite, alors petit dit de même, là, mettons du bas de la semaine passée, on a déjà eu une hausse de 8%. Parce que comme je dis, finalement, le deal, Chris qui est pas là, fait que sûrement que ça va pas se passer. Mais d'un coup, Trump pourrait arriver et dire, OK, ouais, c'est good, on a un deal. Parce qu'en fait, cette semaine, l'Iran, en fin de semaine, on dit, OK, ouais, c'est good, on a parlé avec l'OMA, puis c'est good, on peut avoir un deal. Mais là, ils ont dit, OK, mais pour avoir un deal, il faut que les États-Unis nous donnent ça, 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 ça. À voir, est-ce que Trump va dire, OK, ouais, c'est good, on a un deal, taco, puis let's go, le pétrole il redescend, puis la vie est belle, ou est-ce qu'il va dire non, fuck you, on vous donne rien, puis finalement il n'y a pas de deal, puis le pétrole remonte parce que finalement le Détroit est pas ouvert, là, tu sais. Fait que c'est principalement ça qui s'est passé à la fin de semaine, la semaine passée. Fait que rien de concret par rapport à la guerre, encore une fois, un peu de blabla, un peu de niaisage, puis on n'a aucune colise d'idée. Qu'est-ce qui se passe? Fait que bon, c'est cool tout ça, on s'entend, mais
ça va être encore d'actualité cette semaine. Par rapport à ça, est-ce que moi j'ai pris des trades? J'en ai pris un. J'en ai pris un qui n'est pas du tout sur ça, ce qui est sur le Japan 225. By the way, si vous voyez tous les grosses trucs rouges sur mes graphiques, c'est parce que ça, c'est la ligne à 8h30 mercredi qui est le CPI des États-Unis, fait quand même la donnée importante. Bref, je mets tout le temps la ligne pour pouvoir m'imaginer, ben justement, tu sais, avant le CPI, mettons, je te donne un exemple de Nasdaq, ben, voir le range qui est assez précis avec ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire avant le CPI? Les chances, c'est que ça fasse le reste ici. Fait que si, mettons, pour quelconque raison aujourd'hui, on se pète la gueule, les chances que ça continue à se péter la gueule sont plus faibles, fait que je pourrais peut-être jouer le rebond avant le CPI. Bref, on s'entend là-dessus. Tout ça pour me dire, pour m'imaginer un peu où est-ce que le CPI, fait que ça peut juste m'imaginer les scénarios de comment techniquement on peut évoluer, mais aussi, c'est ça, s'il y a un des marchés qui fait un très très gros mouvement avant la donnée du CPI, vu que c'est une donnée qui est très importante, c'est quoi les chances qu'un des marchés fasse un super gros mouvement? Les chances sont plus bas. Pourquoi? C'est parce que avant une grosse donnée de même, les gros joueurs ne vont pas commencer à prendre des gros trades, des grosses positions avec beaucoup d'argent dans ces données-là, parce que c'est des données importantes qui peuvent venir changer la vision du marché. Fait quel gros joueur va décider de comme all-in sur le marché avant une donnée de même? Pas grand monde. Fait que justement, pourquoi on se pèterait, mettons, la gueule sur le Nasdaq avant le CPI? Ben, les chances sont plus faibles, les chances sont plus hautes, on va dire qu'on reste dans un range, puis après le CPI, on se pète la gueule ou on remonte, tu sais. Mais justement, fait que si rapidement aujourd'hui, on peut aller faire ça, puis mettons, je sais pas, demain matin, prendre un rebond pour revenir dans le range. En tout cas, comme je dis, le trade n'est même pas là, mais d'où pourquoi vous voyez ces lignes rouges-là, ça peut être bon, un petit truc indicatif que je vais donner en même temps. Mais mon trade, c'est sur le Japan 225. Donc, mettons, on se fait un petit replay de comment ça le. Fuck you, c'est pas ça que je veux faire. Ok. Ok, il fallait faire commencer à nouveau. Nice, perfect, good. Fait que, comment ça le play out? En gros, c'est que, ben, c'est quand même assez clair là, sur le Nikkei. Vous pouvez voir qu'on est en quand même une bonne tendance haussière là, concrètement. Là. Fait que, avant, on était dans un gros range. Encore, lui, c'est rien sur le Nikkei. Mais là, on l'a vraiment brisé là, depuis l'année passée, en fait. Puis là, depuis ça, on est vraiment en tendance haussière. Fait que, bon, sur du daily, ça ressemble pas mal à ça. Mais bon, j'ai pas pris mon trade sur du daily, c'était plus sur du 4 heures. Fait qu'on peut voir qu'on a eu cette belle impulsion-là. Très belle correction définie par cette trendline-là. Ça peut pas être vraiment plus clair que ça. Puis on a brisé cette trendline-là. On a eu une petite impulsion ici, on a eu une correction juste avant de briser là. Puis là, on a enfin brisé la trendline. En même temps, on a brisé 3 moving average. On est revenu en haut du 50 RSI sur le 4 heures pour voir qu'il y a une divergence sur le MACD. Puis sur le RSI, les deux derniers points ici de la correction. Divergence sur le MACD puis le RSI. Fait que la correction commence à être terminée. On break out ce qui définit la correction, qui est la trendline. Comme je dis, même les moving average. Fait que, ben, on est en business, là, concrètement. OK? Fait que je me suis dit, bon, ça looks good, en fait. Puis là, tu vas dire, ok, bon, ça c'est l'analyse technique, mais au niveau de l'analyse fondamentale, qu'est-ce qu'il y en est? Mais comme je vous ai dit tantôt avec les données, c'est que, ben, en général, l'économie américaine reste good. OK? Le world view qu'on appelle, fait que la vision globale des marchés reste très good. Comme je dis, l'économie américaine reste correcte. En général, l'économie mondiale reste bonne. Le spending pour le AI reste. La hype, en fait, au niveau du AI, puis de ce côté-là, même justement, le futur de l'économie reste très bon. Puis le pétrole, comme je dis, le pétrole n'est pas à 50$, mais à un moment où est-ce que j'ai pris ce trade-là, justement, c'était mercredi soir. Le pétrole était revenu en bas du niveau de 78 que je vous parlais, puis il était justement les 75. 75, comme je dis, c'est pas super bas, mais c'est pas tant problématique pour les marchés financiers. Fait que tout était bien. Rien de fou qui se passe de négatif dans le monde. Puis c'est quelque chose que vous comprenez, c'est que les indices boursiers, en général, sont haussiers. OK? Sont haussiers sur du long terme. Ça veut dire que par défaut, ils vont toujours monter. Ben, ils vont toujours monter. Mon point, c'est que pour baisser ou pour faire une correction, il faut une raison. Mais s'il n'y a pas de raison de baisser ou de faire des corrections ou il n'y a pas d'affaires négatives, ben, par défaut, le marché va monter. Puis quand je dis va monter, c'est pas qu'il va faire une fusée, mais il peut faire des corrections. Mais par défaut, la tendance va être haussière. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, tout va bien sur les marchés. On s'enligne vers de. Tu sais, au moment où j'ai pris mon trade, on s'enlignait vers de quoi de pas pire. Il avait dit, bon, on va avoir un deal cette semaine. Fait que tout était bien pour les marchés boursiers. Fait qu'il n'y avait vraiment pas grande raison qui l'empêche de baisser. Donc, bon, up we go, comme on dit. Puis là, tu vas dire, Félix, là, t'es sur le Japan, mais tu parles des États-Unis. Oui, c'est parce que ça reste quand même que oui, c'est le Japan, mais ça reste un peu le même fondamental pour tous les indices boursiers. Puis au départ, je voulais aller sur le S&P ou le Nasdaq, mais bon, le S&P, il a brisé son all-time high. Il était en plein milieu de nowhere. Je vais pas prendre ça là, on s'entend. Puis le Nasdaq, même chose, correction était beaucoup trop petite. Le mouvement était déjà fait. Fait que, ben, il restait le Japan qui avait brisé en même temps la trendline. Fait que bon,
au moins, il y a celui-là, on va dire que le setup technique reste beau. Parce que j'aurais voulu jouer mon idée sur le S&P ou le Nasdaq, mais ben, on me dit mon idée fondamentale était là, mais le setup technique n'était pas là. Donc je me suis dit, bon, il faut que je retrouve un autre marché avec un peu qui est capable de représenter la même idée fondamentale, et le Japan 225 en faisait partie. Donc je me suis dit, let's go, ça part, on prend ce trade-là. Puis d'autres choses aussi qui est quand même important, c'est que la semaine passée, en fait, ben, l'autre semaine d'avant, en fait, on avait eu quand même un gros flush sur le Nasdaq. Ici, là, on peut voir, c'était à partir justement de la semaine du fin juillet, en fait, là, concrètement. On avait eu quand même un flush. Bon, c'est pas un crash, là. Mais tu sais, on avait eu quand même un flush de 7% là, en environ une semaine. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis c'est principalement parce qu'on avait eu. Il y avait un hedge fund qui avait blowout. Ok, parce qu'il avait pris des gros bets sur des trucs AI. Il s'est fait un peu margin call. En tout cas, Citadel a racheté finalement les positions de ce hedge fund là. Fait que bon, l'histoire est finie, mais ça avait fait un peu paniquer les marchés. On avait eu la Fed dans cette semaine-là aussi, puis la Fed était juste incertaine. Warsh, il a dit tout et rien. On n'avait aucune calice d'idée qu'est-ce qui se passait vraiment qu'est-ce qui allait se passer avec la Fed. Fait que ça apporte une certaine incertitude. Le marché boursier n'aime pas vraiment l'incertitude, on s'entend. On avait ça. On avait aussi la BOJ qui avait fait une intervention. Ok, fait que ça, c'est la Banque du Japon qui a juste venu littéralement vendre du USD et acheter du yen. Fait que, ben, legit short USD yen. On peut voir ici là, avec l'intervention parce que, bon, ils veulent garder justement une monnaie stable. Mais là, en plus, c'est qu'il y avait la BOJ plus les États-Unis qui ont vendu du USD et qui ont shorté USD yen. Fait que ça va amener ça. Puis là, tu vas dire, c'est quoi le rapport avec les indices boursiers? Ben, c'est plus qu'encore une fois, ça rapporte une certaine incertitude de comme, bon, ben, Chris, il y a le marché il y a la BOJ puis la Fed, ben pas la Fed, mais les États-Unis en fait qui aident la BOJ pour ramener le yen à un niveau correct. Puis en fait, bon, ça, c'est pas. Le mouvement n'a pas été assez gros pour ça, mais on l'avait déjà vu en fait, là, c'était en août 2025 ou 2024, si je me trompe pas. On avait déjà eu ça, ouais, c'était ici. Ah, exact. C'était ici, là. On avait déjà eu ça sur les marchés, là. Bon, je veux dire, cette mini correction-là. Ben, pas mini, là, c'est quand même de quoi, là. On avait eu quasiment 9% en 3 jours. Parce que justement, la Banque du Japon avait énormément shorté, fait une grosse intervention sur USD Yen. Bon, on va peut-être déjà la même date, là. On va aller ça plus précis, là. Fait que justement, ouais, c'était début août 2024. Exactement ce que j'ai dit. Fait que début août 2024. Exactement, c'était ici, je me rappelle. USDN fucking haut, paf, asti. Bref, tout ça pour dire que sur les paires yen, il y avait beaucoup de carry trade qu'on appelle. Fait que vu que les taux au Japon sont très bas, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a beaucoup de monde qui emprunte des yens japonais pour aller investir sur les marchés, vu que les taux d'intérêt sont super bas. Fait que ça coûte pas cher, on va dire. Fait que tu achètes des yens, tu vas les investir, puis tu as un super bon rendement. Euh, bon, ça faisait que quand USD yen baissait pas mal, puis la Banque du Japon intervient, ben, ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui ça fait l'effet inverse. Justement, il y a beaucoup de monde qui ont acheté du yen parce que le yen avait les taux bas. Le yen est fait, tout ça, ça coûte pas cher à rembourser. Si on va prendre des yens, on va investir sur le marché financier. Si d'un coup le yen prend full gros en valeur, bref, ça fait un. Les gens qui sont obligés de sortir de certaines positions. On va dire ça comme ça. Fait que ça a fait que ben, les marchés boursiers se sont totalement pété la gueule. Il s'est pas passé ça, mais il y avait un risque que si ça continue à intervenir, puis si on brise des niveaux techniques sur les yens, puis il y a juste un effet boule de neige, qu'il y a plein de monde qui se font stop, blablabla, puis la carry trade unwind un peu, mais ça fait que les indices boursiers doivent baisser parce qu'il y a du monde qui doit sortir des indices boursiers pour cover leur position sur le yen, ainsi de suite. Fait que, il y avait un risque de ça aussi. Fait que c'était pas très positif pour les marchés financiers. Puis bon, il y avait encore un risque au niveau de la guerre, bien évidemment. Fait que ça, il faudrait que ça ait comme un peu flushé. Mais même si ça a flushé, on a tout de suite remonté la semaine d'après, tout de suite. Fait que, tu sais, l'idée ici, c'est plus que on avait toutes les raisons du monde de continuer à faire la correction si on voulait. Mais on a même pas été capable de la continuer puis de remonter tout de suite. Puis à partir d'ici, toutes ces raisons-là, on va dire négatives, n'existaient plus. Finalement, l'intervention de la BioJ n'a pas continué. Le hedge fund s'est fait racheter, c'est good. Les positions du hedge fund sont faites racheter. Tu sais, fait toutes ces raisons-là étaient comme toutes parties finalement, comme je dis, entre guillemets. Ça faisait que bon, il y avait comme plus rien pour bloquer les indices boursiers de monter. Puis comme je dis, vu que les indices boursiers en général sont aussi sur du long terme, ben par défaut ils montent. Fait que ça faisait que bon, j'avais quand même un fondamental haussier sur les indices boursiers en général. Fait que j'ai pogné lui du Japon. Puis comme je dis, bon, on a brisé la trend line. J'ai pas pogné au breakout dessus, j'attendais de voir si on allait qu'est-ce qui se passait un peu. Puis finalement, ben, j'avais juste mis un pending order, ce qu'on est venu retoucher de cette petite impulsion-là, le 38.2. J'avais tout simplement enter
là, avec un stop loss un peu plus bas là, quand même, en dessous de les fibres, puis en dessous aussi de ce petit trendline-là, le trendline, là, d'un coup que, pour whatever raison, ça doit venir comme plus deep avant de repartir, ben, je vais pas me faire stop, là, fait que mon stop est environ dans, dans ces eaux-là, là, si je me trompe pas, 8,90, c'était peut-être un peu plus ici, là, bref. Dans ces eaux-là, puis je targetais ben, l'ancien all-time high, fait que ça donnait un petit RR de 4. Bon, c'est un trade qui a duré quand même plusieurs jours, voire quelques semaines, là, mais still. Fait que ça que j'ai fait, comment ça allait play out, comment ça allait play out. Ça l'a play out que, au début ça a monté, ça a fait un peu un genre de... Bon, finalement le replay était un peu vite, là, mais bref, ça n'a pas fait grand-chose, puis là on arrivait justement jeudi soir, avant les données de l'emploi, que je vous ai montré tantôt, le NFP qui est sorti vendredi là, à 8h30, fait que le jeudi soir avant que j'aille me coucher. Comment je voyais ça, c'est qu'on peut voir que, bon, un petit niveau là, quand même, rien de fou, mais qu'on peut voir qu'on respectait quand même le 38,2, puis la moving average, puis genre, avec le high juste ici, là, fait qu'on va dire un peu ce genre de niveau-là, là, concrètement. Fait que j'ai juste mis un stop en dessous. Fait que je me disais, il y avait quand même des chances que si on brise ce petit niveau-là, encore une fois, qu'on aille juste plus bas. L'idée n'aurait pas été invalide. On aurait pu juste faire ça puis ça, mais je me suis dit, est-ce que je vais me réveiller demain matin, avoir un trade à comme moins 0,5, avoir un FP que oui, peut-être ça va remonter, mais peut-être ça va baisser. J'avais là un peu cave. Puis en plus, comme dit, bon, on était supposé avoir un deal le mercredi, mais finalement, on n'a pas eu de nouvelles. Fait que j'étais comme, il y a quand même un risque que finalement il n'y ait pas de deal puis qu'il se retape dessus, puis que je me réveille encore une fois, puis il y a ça qui se passe. Je suis comme, ah, le but en training premier, c'est de protéger son capital. Fait que j'ai comme mis un stop loss à break-even. Puis bon, on m'a wick, l'enculé. Puis on m'a sorti à moins 0,1, moins 0,15, fait que break-even. Après, c'est remonté avec le NFP, vu que le NFP était un peu plus bas. Pas trop bas pour mettre en mode style économie à détruire, puis on est en mal, mais assez bas pour être comme, ah, ok, ben finalement la Fed, peut-être qu'elle n'a pas si de place que ça pour monter les taux. Finalement, fait un peu un genre de relief pour les marchés, mais comme dit, vu que c'est pas l'important, ben on peut voir que, tu sais, ça a monté, mais j'étais pas, je voulais pas pogner le trade. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme dit, c'est pas le, on va juste arrêter le replay, là. Le plus important, sûrement, c'est pas vraiment les données de l'emploi. OK? Fait que le setup technique était beau, là. Je veux dire, c'est même pas le setup technique qui manquait pour que je le reprenne après le NFP, parce que, comme dit, on a eu une impulsion, on a eu un genre de 1, 2, 3, puis bref, on montait avec. L'idée, le setup technique, c'est la même affaire. L'idée fondamentale du setup technique, rien changé. Tu sais, le NFP n'a pas vraiment changé au worldview ou aux raisons fondamentales de pourquoi j'avais pris le trade en premier lieu. Fait que j'aurais pu littéralement reprendre le trade for sure. Mais, comme je dis, qu'est-ce que je me disais, c'est que, ben, on n'a pas eu de deal. On t'espère avoir un deal, on n'a pas eu de deal. La fin de semaine approche. Puis souvent, Trump aime ça attaquer puis faire chier l'Iran la fin de semaine. Puis en plus, comme je dis, les données de l'emploi, c'est pas vraiment ça qui est le plus important en ce moment. Puis là, bon, des données qui étaient des bonnes nouvelles pour les marchés boursiers parce que, comme je dis, c'était des données qui étaient un peu plus faibles. Fait que ça l'amenait, peut-être que la Fed n'aurait pas tant de place que ça pour monter les taux. Fait que moins de chances de monter les taux, c'est bon pour les indices boursiers. On l'a vu directement sur le Fed Watch Tool. Si vous n'utilisez pas déjà ça pour votre trading, c'est très bon pour voir justement les attentes de taux d'intérêt. Fait qu'on l'a vu sur le Fed Watch Tool que. Bon, là, bon, je voulais voir le. Ok, on le voit ici. Euh, Vous pouvez voir que, en ce moment, les taux sont entre 350 et 375. On est à ça. Puis bref, on s'entendait que pour le prochain meeting, le 16 septembre, il y avait la semaine passée, justement, on va dire avant d'être. Bon, c'était lundi passé, là. On peut pas voir, genre vendredi passé, je pense, mais ça revient au même, on s'en fout un peu. Bref, on avait 70% de chances environ de monter les taux en septembre. Mais là, après justement la donnée, vu que la donnée est un peu plus faible, les chances ont droppé à 45. Puis qu'on est revenu un peu plus à un 50-50 de ah, ils vont peut-être monter, ils vont peut-être baisser, même affaire ici. Finalement, on pense qu'ils vont peut-être même pas monter en octobre. Puis peut-être plus qu'ils vont ils ont plus de chances qu'ils montent en décembre. Peut-être en octobre, on peut voir que les chances qu'ils montent de 25 points de base. Là, que on compare le 350, 375 à 375, 400. Bref, qui montent les taux de 25%, de 25%, de 25 points de base. Bon, un peu plus de chance en octobre, mais ça reste, pas une si grosse différence. On n'est pas loin pour de revenir à 50-50. Bref, le marché a dû se réajuster justement parce que les attentes de hausse de taux d'intérêt ont baissé à cause des données du NFP. Ce qui faisait que justement, d'où pourquoi les indices boursiers ont monté sur ça. Mais comme je dis, vu que c'était pas le plus important, je me suis dit, si je vais prendre un trade à cause d'une donnée que je pense qui est pas tant important pour les marchés, en plus qu'un risque over weekend que Trump attaque, si Trump attaque ou il dit fuck you l'Iran, mon trade, je m'aurais réveillé, je serais arrivé, mettons, j'aurais pris le breakout là avec un stop loss là, avec un gap baissier, bam, stop là, j'aurais la cave un peu. Tu vas dire, ah, Félix, il y a l'inverse qui peut arriver, que finalement tout est good puis ça monte, un peu comme on a eu là. Ouais, mais c'est un peu du gambling là.
je suis pas gambler, là, sinon j'irais au casino, là, tu sais. Fait que j'ai pas fait cette trade-là. Puis je me dis, bon, je vais attendre de voir la semaine prochaine. Puis je savais que justement cette semaine, on allait avoir des nouvelles sur la guerre. Puis que le risque over weekend allait être parti. Puis que, ben, on allait avoir justement les données de l'inflation, du CPI et du PPI. Ben oui, j'ai dit, ah ouais, les vidéos va durer 20 minutes, peut-être plus 45, genre. En tout cas, bref, rendu le plus de valeur pour vous autres. Je vais dire qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que, that's it. Fait que finalement, j'ai pas repris, mais c'est mon trade sur le Japan 225. Après, le troisième point que je vais cover dans cette vidéo-là, c'est un peu mon thought process de tout au long de la semaine, parce que je suis content un peu de ma semaine. Je suis content de ce trade-là, je suis content de comment je l'ai géré. Oui, ça a remonté après, mais les raisons de pourquoi je l'ai fermé là, que je vous ai expliqué, il était bonne. Fait que ce trade-là, je suis quand même content. Un autre affaire un peu que j'ai découvert sur moi-même, puis qui me reste encore à améliorer pour. Bon, je vais enlever ça là. Ok. Pour cette semaine, c'est le plus gros point, puis j'ai déjà fait regarder la dernière vidéo YouTube avant celle-là, regarder l'autre, que le plus gros point dans mon trading en ce moment, c'est de pousser mes réflexions de plus, parce que depuis les dernières années en trading, j'avais juste l'impression de traiter mon trading comme une checklist. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez-vous justement que comme tu as une checklist de comme, ok, il faut que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis on va dire le trading, mettons, c'est la première, mais on dirait que, tu sais, je checkais les setups techniques, puis les analyses fondamentales, puis tout ça, mais juste en mode, ok, j'ai fait mon trading, mais sans je faisais mon trading pour dire que je faisais du trading, puis j'avais fait mon trading, mais sans vraiment pousser mes réflexions à un autre niveau, mes idées fondamentales, m'assurer que je fasse de bonnes affaires, m'assurer que je devienne meilleur, que je comprenne vraiment qu'est-ce qui se passe sur le marché, d'essayer de devenir meilleur ou bon ou whatever. Je faisais pas vraiment ça. Fait que mon point là, c'est de vraiment passer, oui, un peu plus de temps sur les marchés, mais pas en mode trader plus, mais en mode pousser mes réflexions plus souvent. Mais une affaire que j'ai compris cette semaine, c'est qu'il y a une différence entre. Peut-être pas du texte, là. On va dire pousser mes réflexions. C'est une différence entre, en fait, peut-être pas le framing même, plus le framing, la profondeur, vs la complexité. Je sais pas écrire complexité. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux pousser mes idées plus profondément, mais pas nécessairement plus compliquées. Puis je me suis peut-être un peu trompé la semaine passée, puis j'essaie de compliquer ça plus que profondeur. Je veux dire, c'est que les meilleures idées de trade, c'est les idées qui sont simples et efficaces. Tu sais, le trade sur le Japan, tu sais, quand même simple quand il pense. Il n'y a rien de fou là, d'idées fondamentales ou de techniques ou whatever, ils sont simples et efficaces. Mais si je m'aurais pas creusé la tête, j'aurais pas trouvé cette idée de trade-là. J'aurais pas catché que le worldview est bon, que les 4 enfants que j'ai nommés qui avaient passé la semaine d'avant, que là ils sont plus là, fait qu'il n'y a plus de raison de retenir des indices boursiers, puis vu que les indices boursiers sur du long terme ils montent, ben le fondamental est aussi. Tu sais, j'aurais pas trouvé ça si je m'aurais pas creusé la tête. Mais les raisons que j'ai trouvées en me creusant la tête étaient quand même simples, on s'entend. Mais le but c'est d'aller en profondeur dans ces idées, plus me creuser la tête pour trouver les idées simples et non me creuser la tête pour trouver des idées plus complexes. Il y a une différence entre les deux, tu comprends? Fait que pour le trait sur le Japan 225, je me suis creusé la tête pour trouver les idées simples. Mais avec d'autres idées que j'avais la semaine passée, j'ai peut-être poussé un peu plus en mode essayer de trouver de la complexité dans certaines idées. Fait que ça m'a bloqué de prendre certains trades vu que je l'ai poussé à un niveau plus complexe et non plus profond pour trouver les idées simples. Je sais pas si ça fait de sens, ça, mais gars, je vais vous montrer ce que je veux dire. Euh, mais je suis pas déçu d'avoir pas pris les trades parce qu'avec les informations que j'avais, puis le mindset, puis le thought process que j'avais la semaine passée, ben, j'ai pas pris ces trades-là, mais regarde, on va y aller, puis vous allez peut-être comprendre qu'est-ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Fait que par exemple, ici, sur le copper, je checkais pas mal le copper parce qu'on arrivait à un niveau de all-time high juste ici. Puis si, mettons, on va à une heure, si on va à une heure ici, on peut voir, bon, c'est pas la plus grosse correction du monde, mais si on avait l'impulsion, on avait un contracting flat, puis quand on a brisé le all-time high, prendre le breakout avec un stop loss là pour jouer le momentum, vu que quand on brise un all-time high, plus qu'on était dans le mois d'août, en mode, il y a moins de liquidité sur ces marchés, fait que si c'est pour y aller, ça peut y aller rapidement. Mais des fois, là, je me compliquais un peu la vie, un peu la tête en disant, ok, mais là, il y a les indices boursiers à ce moment-là qui étaient comme ici. Fait qu'en gros, si les indices boursiers corrigent un peu plus, ben, ça peut peut-être amener aussi le cuivre un peu plus parce que bon, ça va tu sais, le mood pendant quelques heures, pendant quelques jours va être un peu plus down parce que ben, les indices boursiers vont corriger, blablabla, blablabla. Le gold a déjà monté pas mal. Est-ce que, si justement, encore une fois, s'il corrige, est-ce que le corporate pourrait corriger? Tu sais, c'était pas mauvais ces réflexions-là, mais
j'aurais pu garder ça simple en mode le fondamental est bon, on brise un all-time high. Mon but c'est pas de garder ce trade là pendant genre fucking 3 semaines. Je le garde pendant 1 ou 2 jours, je le coupe rapidement parce que vu que c'est en train de briser le all-time high sur le mois d'août, c'est en train de momentum. Fait que, anyway, j'aurais su rapidement s'il y aurait eu du momentum ou non. Fait que, mais j'étais comme un peu bloqué de prendre ce trade là parce que j'ai poussé ça trop loin quand j'aurais pu juste me dire, ben gars, le fondamental il est bon, c'est en train de momentum, 1 ou 2 jours max, je suis pas mal sûr. Puis si dans le pire des cas, je vais faire ma break-even, c'est pas le momentum. Dans le meilleur des cas, c'est du momentum 1, 2, 3, RR, qui sait. En tout cas, avec ça, je me suis pensé un peu trop pour rien. J'aurais pu garder ça simple. Mais finalement, ça aurait donné break-even comme trade, mais on peut pas le voir de même parce que ça aurait pu aussi juste aller là, puis après faire une plus grosse correction, puis là, jouer de ce trade-là, ça aurait été un très bon profit. Fait que là, je peux dire, c'est facile de se consoler en se disant, ah non, mais c'est correct, là, parce que justement, finalement, on est revenu à break. Genre, si j'aurais pris le breakout là, on serait revenu à break-even. Fait que j'aurais pas fait d'argent, c'est good, j'ai pas fait d'erreur. Non, non, non. Parce qu'à ce moment-là, du breakout, je savais pas qu'après on allait faire ça. T'sais. Fait que je peux pas me baser sur qu'est-ce qui s'est passé après pour juger qu'est-ce que j'aurais dû faire dans ce moment présent-là. Je peux pas faire ça, ce serait fucking cave. Fait qu'il faut que je le vois, ok, j'aurais dû le prendre. Même si ça aurait fini à break-even, j'aurais dû le prendre parce que mon but, c'est pas de faire les traits gagnants, c'est pas de faire de l'argent. Mon but en trading, c'est d'agir comme un trader rentable puis d'agir à 100% sur ma stratégie. Puis ce trade-là, d'après ma stratégie, j'aurais dû le prendre puis j'ai pas pris. Fait que mon erreur là-dessus de pousser peut-être ma réflexion un peu trop loin. Ça a l'air un peu cave dit de même, mais encore une fois, j'ai poussé ma réflexion trop loin en mode de complexité. Puis je me suis trop compliqué la vie pour rien quand l'idée était plus simple. Fait que ça, puis un autre trade sur le Nasdaq. Ça, là, j'étais encore un peu indécis de savoir si j'ai mal fait ou whatever. C'était ici. On a eu une impulsion haussière. Puis on était venu toucher ce niveau-là. On a corrigé un peu. Puis on est revenu directement sur un niveau, la trendline, la moving average, le 50 RSI. Quand même un très beau niveau technique. Je pense qu'on avait même le 50 RSI à 1 heure. Là. Bon, c'est pas la plus grosse confluence, mais still, ça en a fait une cinquième. Fait que de jouer genre un mini rebond ici, parce qu'on avait, ça c'était jeudi matin, AM du moins, on avait les données de l'emploi qui arrivaient justement. Puis comme j'ai dit tantôt, j'ai même fait au début de la vidéo un exemple avec le Nasdaq, ben les chances qu'avant les données de l'emploi, on fasse juste ça puis qu'on se pète un peu la gueule sont un peu plus bas. Parce qu'on avait déjà baissé sur le Nasdaq. On avait déjà baissé de 2,5% depuis ce high-là. Est-ce qu'on allait baisser un autre genre 2,5 puis qu'avant le CPI on fasse. Avant le NFP, je veux dire, on fasse moins 5? Je pense pas, non, tu sais. Fait que les chances qu'ici on rebondisse rien qu'un peu. Fait que pas de jouer un gros trade, mais de juste jouer un petit rebond de genre justement de comme l'acheter là avec un stop loss quand même serré, mais juste pour jouer genre le mini rebond là. Genre 1 ou 1.5 de R. Pas un super gros trade, mais vu que les chances étaient quand même très hautes qu'on respecte ça et qu'on monte parce qu'on n'ira pas se crash avant la donnée. Mais je l'avais pas à 100% vu de même. Mon coach a pris ce trade-là, puis je l'avais pas vu à 100% de même. De quoi, il faut que je me rappelle encore une fois. C'est quand même simple comme idée, mais encore une fois, je pratique ce dire que ces idées simples-là, des fois, je priorise cette idée simple-là et non que je me complique trop la vie. Moi, j'ai plus vu en mode, quand le Nasdaq était là, mon trade sur le Japan était là, fait qu'il était à break-even. Je veux-tu prendre. Là, j'aurais eu comme eu 2 trades full risque ouverts à break-even sur 2 indices boursiers que c'est le même trade. Si pour quelconque raison ça respecte pas finalement le niveau, puis celui-là on m'aurait sûrement pas stop, mais à moins 0.5, puis là le Nasdaq j'aurais presque pris genre moins 0.5 ou moins 1. Ça m'aurait fait un peu chier pour être honnête. Fait que je suis comme, tu sais, j'avais déjà le trade ouvert sur le Japan, mais tu sais, vu que le Japan, le stop loss était quand même pas mal plus bas, puis ici il y avait quand même des grosses chances, ça aurait pu se tenter quand même. Fait que je suis comme semi-semi, mais encore une fois, ça remis juste à mon idée que l'idée était quand même simple, puis des fois je me pousse un peu trop en termes de complexité la tête pour rien. Fait que garder mes idées simples, puis oui, aller plus en profondeur, passer un peu plus de temps sur les marchés, puis moins de temps sur les marchés à trader, mais plus de temps à réfléchir. Ça peut juste être un 15-30 minutes par jour de plus de réfléchir, ça a l'air anodin, mais ça peut m'aider justement à pousser mes idées de profondeur plus loin, mais pour trouver les idées simples, parce que comme dit, l'idée de on va pas se cracher avant le CPI, fait que rebond ici sur une belle zone, c'est quand même simple comme idée, mais encore une fois, il faut quand même se creuser la tête pour trouver cette idée-là, puis pour se rappeler de ce concept-là, puis tout ça. Puis, ben, je l'ai pas fait. Fait que, ça va être ça, mon insight pour la semaine prochaine, de pousser mes réflexions comme ça. Puis aussi, ben, c'est sûr que les conditions en ce moment du marché, quelque chose qui aide pas, on va dire, ce point-là. Pas dire que je suis la victime en disant ça, mais je veux dire, c'est totalement de ma faute, mais le point que je veux faire, c'est que en ce moment, les conditions de marché sont un petit peu de la merde, notre gouvernement, parce que le marché est pas à 100% focus genre sur les données, sur les données économiques, ou est pas 100% focus sur la politique monétaire, whatever. C'est plus la guerre, dans le sens que
ben Trump ou genre tu sais l'Iran ou le Trump dit de quoi une journée, ça monte, ils disent de quoi une autre journée, ça baisse. Euh, le pétrole, tu sais c'est vraiment par rapport au pétrole puis par rapport à ce qui se passe à la guerre, fait que tout ça pour dire que c'est ça, ça peut changer du jour au lendemain, ça change rapidement puis tu sais à chaque nouvelle headline, si on a 2, 3, 4 nouvelles headlines à chaque semaine, ben à chaque jour qu'une nouvelle headline, il faut comme changer un peu son idée fondamentale, mais pas long terme, juste court terme. Puis là, faut comme. Ça change un peu les ranges, bref. Ça, faut vraiment, vraiment, vraiment se tenir à jour. Tu sais, quand c'est juste. Quand c'est des conditions normales, en guillemets, puis c'est plus la politique monétaire, puis les données, mais telle donnée sort à telle heure, elle est sortie à tel chiffre. Tu sais, c'est pas mal plus facile parce que c'est plus, on va dire, concret. C'est comme je dis, telle donnée, telle heure, on se complique pas la vie. Mais là, quand c'est des affaires de guerre, faut que tu interprètes bien la nouvelle. Puis là, faut que tu t'imagines, ok, ben là, ils ont 2-3 jours de délai pour la guerre. Tu sais, fait c'est un peu plus de creusage de tête, un peu plus nébuleux, mais en même temps que ça fait beaucoup bouger les marchés à presque à chaque jour des nouvelles headlines différentes. Fait que ça rajoute un peu d'incertitude, puis ça un peu plus de challenge à l'affaire que j'essaie de régler en ce moment, de pousser mes réflexions plus profondément et non plus compliquées. Peut-être que personne ne comprend ce que je dis en ce moment, là, mais voilà pour ça. Puis voilà, quand ça va être fini, ça va être nice, ça va être plus facile pour trader. Mais ça m'aide beaucoup en ce moment justement à vraiment développer les nuances parce que le trading ça reste un métier puis il y a beaucoup de nuances. Fait que ça m'aide justement à développer les nuances. Ça m'aide à développer ce skills de pousser mes réflexions puis juste ça m'aide à développer ma psychologie puis mon trading. Fait que je suis quand même très reconnaissant d'être dans une situation comme ça puis de trader dans une situation comme ça puis de vivre ça parce que quand les conditions vont revenir faciles comme quand le gold faisait rien que monter, mais même encore là, comme je dis, je sais pas qu'est-ce que je cassais dans ma vie, mais bref, j'étais pas locked in sur mon trading, fait que j'ai même pas pu tant profiter de ça, malheureusement, un peu cave de ma part, mais still, on move on, puis quand ça va revenir facile de même, ben, ça va être un jeu d'enfer, vu que j'ai bien tradé puis bien suivi qu'est-ce qui se passe en ce moment quand c'est des conditions un peu plus, je dirais pas dégueulasse, mais un peu moins facile. En tout cas, fait que qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine? Bien évidemment, bon, rien de bien compliqué, j'ai déjà expliqué un peu depuis le début de la vidéo. Deux choses. Première chose, qu'est-ce qui se passe avec la guerre? Tu sais, en ce moment, comme dit, l'Iran dit aux États-Unis, hey, on peut ouvrir le détroit, mais voici une liste d'exigences qui dit genre, repayez-nous genre fucking 300 billions, non, 3 billions, ça fait que 300 milliards pour que vous avez fait la guerre. On va donner nous nos assets. En tout cas, il y a une coupe d'affaires. Fait que est-ce que Washington va dire fuck you, on vous rattaque, puis là, ça part en cacahuète, ou est-ce que ils vont dire, ok, non, c'est good, fait à voir qu'est-ce qui se passe avec la guerre, parce que pour le moment, le détroit est pas vraiment ouvert, les outils bloquent un peu le Red Sea, euh, puis les États-Unis ont pas dit, fuck you l'Iran, on n'accepte pas vos conditions, mais ils ont pas accepté, ils sont en mode, on va pas vous rattaquer, mais on va vous laisser pourrir dans votre marde, parce que leur économie, bon, c'est pas fameux au niveau de l'Iran, là. Fait que c'est vraiment fucking mélangé, c'est vraiment pas tant clair. La dernière nouvelle qu'on a eue, comme je dis, c'est que ben, l'Iran a donné une liste d'exigences, puis que le Détroit est encore bloqué, puis les États-Unis font pas grand-chose, fait que le marché est peut-être un peu plus en ce moment en mode, ben, ça, on va augmenter le FIB. Le marché est un peu plus en mode, bon, ben, Chris, le Détroit est encore pas ouvert, on est un peu dans la merde, d'où pourquoi le pétrole aujourd'hui est déjà à plus 5%, puis qu'on rebondit, puis qu'on revient au du 80, puis qu'on se dirige vers les 85. En tout cas, fait, à suivre la guerre, fait que dépendamment de ce qui se passe, ben voilà, ça va être quand même intéressant. Puis la deuxième chose qui est le plus important, ça va être les données du CPI pour les États-Unis, avec le Consumer Price Index mercredi à 8h30, puis le PPI à 8h30 jeudi. C'est les données de l'inflation. Si vous êtes curieux de voir, comme je dis, tu sais là c'est cool, je vous fais une vidéo YouTube par rapport à ça, mais si vous êtes curieux de voir, à chaque jour, je fais des stories sur Instagram par rapport à ça. Fait que si vous voulez les avoir, comme dit, plus rapidement, peut-être avec un peu plus de détails, allez sur mon Instagram, abonnez-vous. Tu sais, aujourd'hui, j'ai déjà fait des stories par rapport à ça, là, tu sais. J'ai fait une story où est-ce que, bon, mon beau dessin de Trump, mais que justement, j'explique un peu avec le tableau. Tout, vous pouvez voir, comme dit, gars, la guerre, les données du CPI, qu'est-ce que ça va donner. Je peux vous le résumer, mais vraiment, allez écouter cette story-là, elle est quand même vraiment bonne. Je sais pas, je peux faire pause. Je peux faire pause? Ah, je peux faire pause. Quelque chose que je disais, c'est justement si Trump est comme un fuck you l'Iran, justement, on vous bombarde, whatever, ben oil va remonter, USD va remonter, les risques assets vont baisser, gold va baisser. Mais si Trump est comme ok, c'est good, on réouvre, ben c'est l'inverse. Gold monte, risque asset monte, USD down, oil down. Mais on a aussi les données de l'inflation. Là, la manière dont il faut le voir, c'est que là, il y a quelqu'un qui, mettons, quelqu'un qui n'a pas encore poussé sa réflexion fondamentale va se dire, ben là, c'est un peu mélangé, Félix. Ben oui, non, c'est surtout la guerre qui est importante. Parce que, bon, si les données d'inflation sortent plus bas,
et que la guerre, le Détroit est rouvert, ils ont un deal, très positif pour les marchés. OK? Si l'inflation est plus haute puis la guerre continue, fucking négatif pour les marchés. Fait que ça, on s'entend que c'est quand même facile à comprendre. Mais là, la nuance, c'est si, c'est quoi qui arrive si, par exemple, l'inflation est plus haute, mais que la guerre, il y a un deal puis ils rérouvrent le détroit Hormuz. Ben, c'est quel le plus important, c'est la guerre. Parce que cool, si les données de juillet sont plus hautes parce que le pétrole a remonté en juillet, a remonté ici en juillet là, principalement. Ok, cool. Ben là, ça n'a pas l'air gros d'une même parce qu'on est en 4 heures, là, mais ça reste que, tu sais, du bas de début juillet, on avait monté de fucking 40% presque, tu sais, en tout cas. Fait que ça, mais si la guerre, elle continue, elle ferme, je veux dire, puis le pétrole, il redescend là, puis on revient même bas à 70, ah ben, cette montée-là, si on la rebaisse, ben, les données d'AO vont être plus bas. Fait que si l'inflation pour juillet est plus haute, make sense, mais si on redescend tout, ben, les données d'AO vont être plus bas. Fait que si la guerre arrête, ben, ça va être positif pour les marchés. Puis même affaire, si les données d'inflation cette semaine sortent plus bas qu'on s'attend, mais que la guerre continue, bon, sans crise que les données d'inflation sont plus bas pour juillet parce que si la guerre continue puis le pétrole remonte encore pour les 2-3 dernières semaines de août, bon ben, Chris, l'inflation en août va être plus haute. Tu sais, fait que ça pour dire que c'est vraiment la guerre le plus important. Fait que, j'allais dire, on s'en crisse pas des disciplines, en fait, sont très importantes, mais c'est vraiment la guerre qui va être. C'est sûr qu'elle va faire bouger les marchés, mais c'est vraiment la guerre qui va être euh, le facteur qui va vraiment déterminer qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Puis, ben justement, si la guerre continue, principalement, ça va être ma liste bleue. Ok, si vous écoutez mes stories, vous allez pouvoir voir ça. J'ai pas beaucoup d'affaires, là. Je regarde pas mal les yields. Ok, fait que si la guerre continue, j'aimerais ça. Pour, si je veux trader ce scénario-là, j'aimerais vraiment ça. Ben, c'est déjà ça qu'on est en train de voir, mais que les yields, que le 30 ans, il commence à péter sa résistance. Même affaire si le 10 ans pourrait venir péter sa résistance. Si le 2 ans aussi pourrait venir un peu péter cette correction-là, puis remonter vers le haut du range, ça serait vraiment quand même négatif pour les indices boursiers, mais bien évidemment, je n'irai pas shorter les indices. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est bon, acheter directement le pétrole si la guerre continue. Bon, seulement j'ai allé potentiellement pour un setup à l'ouverture, mais je l'ai pas acheté. Je checkais pour acheter là parce que j'étais comme bon, ben la guerre continue. Ben, ou du moins on n'a pas de deal, on était supposé avoir un deal, finalement on n'a pas de deal. Fait que bon, les chances que le pétrole rebaisse là sont plus faibles, les chances qu'on remonte là un peu plus hautes, mais à l'ouverture, il n'y avait pas vraiment de momentum. On peut voir, ça le pop-up, mais après, ça a fait ça. Les autres marchés bougeaient zéro. Il y avait juste le pétrole qui avait fait un gap. Les autres marchés, ils collissaient absolument rien. Puis il n'y avait pas tant de momentum. Je disais, ah, pas tant, ça me tente pas tant. Finalement, on a comme monté. En ce que je regarde, si on est capable de monter puis de comme faire une petite correction de même, peut-être racheter ici avec un stop loss genre là. Parce que, je veux dire, si, même si on n'a pas une attaque, si on reste en stand-by, ben le Détroit est toujours pas fucking ouvert. Fait que plus qu'on reste en stand-by puis le Détroit est pas ouvert, ben ça reste que c'est fucking. Il y a un problème là, tu sais. Fait que je regarde pour acheter le pétrole si jamais la guerre pop, si la guerre s'intensifie, s'il recommence à s'attaquer ou s'il n'y a rien qui se passe, je check pour acheter le pétrole. Bien évidemment, bon, si la guerre continue, comme dit, les yields vont monter et tout ça, je peux pas trader directement les yields. Fait que si les yields remontent, comme dit, je pourrais trader le DXY. J'aime pas tant le setup sur le USD, là, je veux dire. On a quand même une grosse trendline ici en daily. On est sur un beau niveau. Trendline plus le 50 fait un très beau niveau pour rebondir, mais on rebondit pas justement, tu sais. On essayé là, ça marche pas, là, ça marche pas, en tout cas. Fait tu sais, pour quelconque raison, tu sais, je veux dire, on rebondit, genre, puis on fait un genre de correction, puis peut-être jouer excuse-moi, sur le USD, mais vu que c'est pas tant clair, si la guerre pop ou il y a un stand-by, j'aime mieux jouer directement le pétrole. Fait que si la guerre continue, ou ma liste bleue, fait que écoutez mes stories pour comprendre ça. Ben, je vais juste jouer le pétrole à la hausse si, comme je dis, je m'en fous. Si que les données d'inflation sortent plus hautes ou plus basses, si la guerre continue, le pétrole va m'intéresser. C'est ça l'essentiel. Mais si la guerre arrête, comme je dis que. C'est sûr que si l'inflation est plus haute et que la guerre continue, ça va être encore pire, on va dire. Ça va être encore meilleur pour le scénario de comme jouer le pétrole à la hausse, le USD à la hausse, mais bon, je viens de le risquer, je ne veux pas me répéter là. Ça, mais si la guerre arrête justement, puis que ben, finalement on est optimiste, sorry. Si la guerre arrête puis que finalement on est optimiste, ben il y a peut-être plus de quoi qui m'intéresse. Que ce soit les indices boursiers, bon le S&P vraiment qui rentre ce niveau-là, le niveau qui est quand même fucking clair là. Oh le 50 RSI du 4 heures, les anciens Amdal High, le 38,2 juste ici, les moving average en 4 heures qui vont arriver aussi. Sûrement le 50 RSI daily en plus, les moving average, tout est là, tu sais. Fait que si on peut revenir ici, genre on corrige en mode bon, juste une correction naturelle du marché. Comme ça serait fucking good avant le CPI, mais ça s'enligne pas là, on reste haut, bref. Ça on peut genre faire ça, genre de correction, bref. Jouer le genre de rebond ici, si la guerre est good finalement,
très beau trade en vue. Celle qui pourrait m'intéresser, ou bon, si finalement on revient pas au niveau, mais si on corrige plus, peut-être pas la SMP vu qu'on n'est pas revenu toucher un beau niveau, là, mais en tout cas, si on corrige pour correction naturelle, puis après on remonte parce que la guerre finalement elle arrête, il y a un deal, ça pourrait m'intéresser. Si finalement on se rend pas jusque là, je prendrais pas la SMP parce que vu qu'on a pas touché le niveau, les chances qu'il y ait un plus gros push sont plus basses. Fait que si ça fait juste un peu se stabiliser là, mais qu'après justement ça break out parce que la guerre finalement on est good. Il y a un deal, je prendrais peut-être plus le Nasdaq parce qu'on peut voir qu'il y a un niveau quand même très clair ici. Fait que si on corrige un peu puis qu'on brise ça, paf, Nasdaq, all time high, même peut-être même le briser. Le Nasdaq pourrait m'intéresser. Le Japan peut-être, mais rendu là, c'est un peu plus clean sur ces deux-là, fait que je prendrais ça. Ou le gold, même affaire. Je veux dire, bon, pour les indices boursiers, on entend que s'il n'y a plus de guerre, l'inflation est plus bas, puis plus de guerre, moins d'incertitude, c'est très bon pour les indices boursiers. Ça, ça fait quand même du sens. Mais pour le gold aussi, c'est bon, parce que si la guerre arrête, justement, les attentes d'inflation puis les attentes de hausse de taux d'intérêt vont diminuer, fait que les yields vont baisser, puis vu que les attentes de hausse de taux d'intérêt vont baisser, c'est très bon justement pour le gold. Fait que si le gold, encore une fois, on a une correction naturelle, puis qu'on revient retoucher ce beau niveau-là vers les 4200, puis les fibres, tout ça, puis remonter, ça pourrait être un beau trade. Mais encore une fois, si on fait si on fait ça, il y a quand même un gros niveau là, fait que si on se stabilise puis qu'on breakout soit le gold ou le Nasdaq, puis si on corrige ici, ça va être soit le gold ou le S&P. Fait que c'est pas ça que je regarde, il n'y a rien de vraiment compliqué. Bon, j'ai aussi encore une fois le copper dans ma liste, mais ça m'intéresse pas. Personnellement, il est quand même pas super, je trouve, parce que ça reste qu'on a quand même un bon niveau, fait qu'il y a une correction, qu'on vient de retracer ça, puis si la guerre va bien, le copper, on appelle ça Dr. Copper, fait que si le sentiment du marché est bon parce qu'on a un deal avec la guerre, plus que les attentes d'inflation et de taux d'intérêt baissent, c'est très bon pour copper. Mais juste que qu'est-ce que j'aime moins que le copper, c'est qu'on a brisé le all-time high, on a déjà manqué de momentum, comparé que gold, lui, la semaine passée, il a juste monté. Fait en tout cas, si cette technique s'améliore, puis whatever, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment ça. Si on fait pas un gros pullback sur ces marchés-là, puis qu'on corrige un peu, puis qu'on pète parce que la guerre est bonne, tout ça, peut-être plus le Nasdaq ou le gold, mais si on corrige un peu plus, ça va être soit le gold ou le S&P. Fait que c'est quand même simple, puis si la guerre à pète, je pogne le pétrole, puis la titre. Fait que c'est vraiment pas compliqué. J'ai une liste verte aussi, c'est pour les affaires plus en DCA. J'ai une position en DCA sur le sucre. Malheureusement, j'ai pogné sur un fucking ETF. Quand même fucking le ETF de mardig. J'étais supposé genre le prendre, genre qu'il soit comme là. C'est comme la marde, mais bref, un peu en profit là, pour l'instant. Euh, bon, 2%, mais tu sais, je veux dire, si on continue, puis qu'on pète des niveaux, bon, je viserai pas super haut, là, mais bref, si je peux faire 5-10% sur ça, pourquoi pas. Fait que ça reste en stand-by. Puis le fondamental du sucre, c'est la même affaire. Je disais, le worldview reste bon, comme le trade sur le Japan au début de la vidéo. Le worldview reste bon. Puis le pétrole, tu sais, je dis, il est pas super haut, mais ça fait une coupe de mois que le pétrole est plus élevé que ce qu'on avait avant, tu sais. Fait que ça fait que ça coûte plus cher pour toutes les matières premières, tu sais. Fait que ça, c'est plus bon pour mon trade. Bon, le wheat, ça, j'avais une mini position aussi, mais ça encore c'est un journaliste run en background, là, je m'en fous. Puis checké aussi le café, parce qu'encore une fois, fondamental, worldview est bon, le pétrole même affaire que le sucre, que je viens d'expliquer, puis la saisonnalité en plus elle est bonne pour fin à août pour le café. Fait que bon, finalement, on était là au début de la semaine. J'ai remarqué qu'on a un break-off, finalement on cap down, mais ça reste la correction est très définie. Si on brise le haut de la correction, qui est aussi. Bon, on a eu des lows là, mais c'est aussi quand même des gros crises de level là, tu sais. Fait que genre, tu sais, on peut voir tous ces highs là. Bref, ça donne comme. Mettons, je fais un dessin là. On peut voir, on est en train de corriger dessus là concrètement. Fait que si on brise ça, les chances qu'on monte soient très haut, puis on n'a pas grand chose après. Fait que si on est capable de monter là puis de break out ça, facile de revenir aux anciens all-time high. Fait que je regarde quand même ça de près. Puis ça, c'est un trade que ça n'a pas vraiment rapport avec la. En même si la guerre a pop, ça va aider ce trade-là un peu, mais ça, c'est plus un trade genre long terme de worldview puis de saisonnalité là. En tout cas. Fait que c'est pas ça que je regarde comme dit pour la semaine. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous donne une idée d'un peu de comment j'interprète qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je regarde pour la suite. Puis surtout, un petit segment de genre 5-10 minutes de mon temps de process et tout ça. Bon, dans cette vidéo-là, je vais essayer de garder un peu plus sur l'aspect éducatif de comment j'interprète les marchés, mes vraies positions. À but éducatif, il faut expliquer le fondamental, puis comment je trade, puis tout ça. Mais but aussi de transparence. Je vous ai dit, bon, le trade est final break-even, mais si je gagne, si je perds, je vais tout vous montrer mes vrais résultats, puis mes vrais trades. Ça peut vous permettre, vous, parce qu'on entend que la transparence et l'honnêteté de nos jours sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est pas très populaire, fait que ça c'est cool. Mais surtout, moi, c'est surtout pour mes propres intérêts personnels de mon trading. Ça me pousse à pas faire de la merde parce que j'ai pas envie d'arriver ici à le gars. J'ai raté tous les trades gagnants, j'ai fait plein de trades perdants sur la cave, ça me tente pas. Fait que ça me force à être sharp dans mon propre trading. Ça, puis qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est pour l'instant, je vais essayer de quand même partager un peu des erreurs que j'ai faites et comment je fais pour m'améliorer et tout ça. Mais je fais déjà environ 3 vidéos YouTube par semaine. Fait que je vais essayer de garder ces vidéos-là de week recap
un peu plus axé justement, comme je dis, sur la transparence et l'éducation. Puis les deux autres un peu plus de base sur le niveau psychologique. Puis des erreurs de trader. Mais en tout cas, je vais quand même le partager. Puis ça, puis that's it. Fait que check, comme je dis, va t'abonner à mon Instagram. Check le lien en bio, je vais mettre mon Instagram. Parce que je mets beaucoup de stories, environ 15 stories à chaque jour qui parlent de trading. Fait que tu vas pas un peu d'éducation là en live, c'est quand même cool. Des reels aussi, bon, j'ai des belles photos, nice. Mais surtout des reels aussi à propos du trading. Fait que, ouais, si tu veux apprendre ça, c'est cool pour toi. Fait que ça, that's it. Puis je vais aussi mettre le deuxième lien dans la description, sûrement le premier ou le deuxième, de voir où est-ce que j'ai appris le trading. C'était comme Félix, où est-ce que tu as appris le trading. Je vais mettre le lien de programme de coaching, bien évidemment, que j'ai suivi. C'est qui mon coach, que je coach à ce jour aussi. Dans quel programme que j'aide les étudiants. Comme si vous me connaissez un peu mon background, j'ai déjà coaché des centaines de personnes en trading. Bref, savoir le coaching puis à qui je me suis fait coacher, regarde le deuxième lien en description. Puis that's it. Aussi, je vais peut-être finir avec cette vidéo-là. J'aimerais ça juste finir avec un peu de win qu'on a dans le Discord, là, justement. Donnez-moi 2 secondes. Mais tu pouvez voir que justement, il y a beaucoup de monde qui ont pu profiter de ça la semaine passée, de des beaux trades, là, que ce soit sur Gold. Il y en a eu beaucoup de trades gagnants. Si Sam, 2 fucking beaux trades sur le Gold, il s'est fait plaisir, le ref. Ça c'est bien, tu sais, 1.4% ici pour Grigor. Emily, 2.2 sur le Cuivre. Alexandre, un beau trade ici. Tu vois, Sam, il a fait littéralement 11 000 CAD. Fucking crazy, en une semaine sur Gold. Insane quand il pense. Alexandre ici, 2 beaux trades. Il a fait 3 plus il a fait 5.5% sur les indices boursiers. Fait que vous pouvez voir, j'ai parlé du gold, des mouvements du gold, des indices boursiers. Beaucoup d'étudiants qui ont pris des super beaux trades la semaine passée. En tout cas, avec ça clutch, quand une bonne stratégie, tout ça, ça clutch, mais ça se fait en savoir plus à propos de par qui je me suis fait coacher et comment ça marche, tout ça. Cette affaire-là, regarde le lien dans la description, ça va être assez simple. Je vais te marquer mon coach, clique sur le lien, puis that's it. Fait que sur ça, mettez un like, mettez un commentaire si vous aimez ces vidéos-là. Si vous trouvez que c'est de la calice de merde, dites-le dans les commentaires ou dites-le pas, gardez-le pour vous autres. Mais si vous aimez ça, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous, ça me fait plaisir d'en faire d'autres. Sur ça, devenez une meilleure version. Non, ça c'était l'ancien. Devenez un meilleur trader à chaque jour. C'est ça.